Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 198. On accueille avec joie Frédéric Audasso. Bonjour Frédéric. Bonjour Raphaël. Alors, on va parler cette semaine donc santé, médecine intégrative. C'est la semaine d'Octobre Rose, c'est le mois d'Octobre Rose. Et comment faire pour lutter contre le cancer, faire de la prévention. Enfin, ça, c'est des sujets que nous allons aborder. Alors, ce qui me plaît beaucoup chez toi, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de t'inviter au micro de Bulle de Bonheur, c'est que tu es une passionnée de la vie. Et en fait, c'est une passion que je partage avec toi. Alors, comme j'aime dire, les gens heureux ont aussi des histoires. Alors, Frédéric, qui es-tu? Alors, tu as fait des études d'anglais, tu es sorti diplômé de l'École supérieure de journalisme, tu as fait de la relation presse, tu as travaillé dans des structures artistiques, tu as monté et managé une maison d'édition pour enfants, écrit des guides de voyage. Bon, tu vas voir, en fait, tu fais plein de choses. Puis, tu es retourné au journalisme, santé-société. Et tu te formes et t'intègres le centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin. Alors, loin de chercher à opposer, tu travailles, tu creuses tout ce que tu peux favoriser pour soigner sans nuire. C'est une relation de pair à pair entre soignant et soigné. Tu t'engages depuis longtemps pour cette médecine intégrative et qui allie différentes pratiques pour un meilleur soigner sans nuire. Tu es très engagé en faveur donc d'une médecine préventive, comme je le disais. Alors, tu as écrit un livre sur lequel on va pas mal s'attarder, qui s'appelle Plus fort contre le cancer, que tu as coécrit avec le docteur Christelle Bénard-Charvet, donc qui est paru aux éditions Robert Laffont. Alors sinon, tu collabores pas mal avec Notre Temps Santé Bien-être en tant que journaliste, avec aussi Rose Magazine. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Donc, quel parcours, Frédéric, ravi de partager ces petits moments avec toi. Donc, c'est Octobre Rose ce mois-ci. Parlons un petit peu justement de cette prévention contre le cancer. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Je pense que le cancer, pour moi, c'est vraiment un sujet de santé publique, enfin sociétal. C'est pas un petit sujet. C'est aujourd'hui, je pense que personne ne peut avoir la chance de dire je n'ai jamais été en contact avec quelqu'un qui a eu un cancer. Ça aujourd'hui, donc que ce soit dans l'entourage proche ou même dans le milieu professionnel, parce que je crois que c'est un vrai sujet. Cancer et travail aujourd'hui, c'est quelque chose. Il y a pas une entreprise où il n'y a pas quelqu'un qui est touché. Vu là, comment dire, c'est un véritable fléau pour des raisons. Alors moi, on va pas rentrer dans le détail de de l'augmentation du taux des cancers parce que on pourrait en passer des journées. Enfin, je peux répondre à quelques questions, mais moi, je suis pas spécialiste, je suis pas médecin. Mais je pense qu'aujourd'hui, personne, enfin, ne peut nier. C'est même si ça fait peur. D'ailleurs, on voit bien comment ça a été ostracisé jusqu'à présent. Une maladie longue, une maladie incurable. On a du mal à dire le terme oncologie, on dit les services d'oncologie, on dit plus cancérologie. Enfin, ça dépend. On a du mal parce que c'est effectivement quelque chose qui fait extrêmement peur. Pour moi, déjà, vraiment, l'important, c'est de lever ce tabou que les gens qui sont touchés par le cancer, c'est-à-dire la personne qui elle-même, j'aime pas dire le terme de malade, même si c'est pas honteux, mais je trouve que de dire de quelqu'un qu'il est malade, vraiment, ça le fiche dans un état qui n'est pas que ça. On est quelqu'un, on est un individu avec à un moment donné une maladie qui fait effraction dans sa vie. Ça conditionne un temps de vie, une période, mais ça ne définit pas une personne. Donc, je vais essayer, quand je parle des gens, là, on parle du cancer, puisque c'est vraiment mon sujet, de pas les réduire. À côté de ça, il est clair que passer par ou traverser une période de cancer, ça modifie terriblement, ça change. Pour moi, c'est vraiment comme une transformation de vie. On a des nouvelles cartes en main pour soi, pour son entourage. Tu sais, j'ai eu la chance, quand j'habitais Montréal, d'avoir fait partie d'une association qui s'occupait d'accompagnement de personnes atteintes de cancer. Donc, que ce soit les personnes qui étaient malades ou les proches aidants, et de voir combien la vie est complètement transformée à tous les niveaux, dans sa relation de couple, dans sa relation à soi-même, dans la relation à sa famille, à son entourage, à son travail. C'est quelque chose qui modifie profondément, en fait, la personne malgré tout. On touche à son humanité ou à sa mortalité. Enfin, je sais pas comment on pourrait prendre les deux termes sont exacts quelque part, non?
à son humanité. Moi, je m'arrêterai là-dessus parce que c'est exactement ce tu dis, tu m'enlèves les mots de la bouche. Humanité, parce que de toute façon, déjà la mort, même si on la met de côté et tout ça, sans parler même de la relier au cancer, elle fait partie de la vie. Là, c'est à partir du moment où on met un enfant au monde, et c'est ça qui angoisse. C'est ça la première angoisse de vie de la mère avec son enfant. C'est dès qu'elle le sort de son ventre, il rentre dans la vie et donc avec au bout du chemin la mort. C'est ça. Enfin c'est la condition humaine. Donc ça, et ça, on a beau monter, descendre, essayer de trouver, pour l'instant c'est comme ça. Et donc la mort, elle est collée à la vie. Et je pense que le jour où on changera aussi nos paradigmes, c'est-à-dire de ne pas mettre la mort de côté et de l'intégrer dans le processus de vie, je pense qu'on vivra ce passage de façon, ça n'empêchera pas le chagrin, perdre quelqu'un, c'est terrible. On va dire que la traversée de la maladie, au départ, c'est le tsunami, c'est l'immeuble qui s'effondre. Enfin, je pense que je suis vraiment en deçà de ce que ça génère dans l'écosystème d'un individu, c'est-à-dire lui et tout son environnement, parce qu'il n'y a pas que lui qui est atteint. Lui, il est atteint dans sa chair, mais les proches, comme tu parles, la famille, les amis, enfin bon, l'environnement. Et la transformation, ce que ça génère en positif, effectivement, après, il y a beaucoup de gens, moi, dans toutes les femmes que j'ai rencontrées, on a fait, d'ailleurs, c'est dans le Rose Magazine, j'en profite pour faire un peu, comme c'est un gratuit, j'en profite pour faire un peu de pub c'est pour Octobre Rose, donc le numéro d'octobre, puisque c'est un biannuel. Il y a un débat que j'ai co-animé avec la directrice de la rédaction Sandrine Bouchet sur l'après-cancer. Et on voit, voilà. Moi, c'est vraiment un sujet, d'ailleurs, dans notre livre avec Christelle, on a consacré il y a 5 ans. Alors maintenant, c'est un grand sujet. L'INCa, même l'Institut national du cancer, s'y intéresse et tant mieux. Mais l'après-cancer, parce que une fois qu'on a dit aux gens, vous êtes guéris, c'est un peu, ok, mais non. Ah oui. C'est vraiment, ça, c'est des choses que j'ai tellement entendues. Voilà. Que cette impression de solitude. D'abandon en plus, parce que t'es pris en charge par les autres, par le corps médical, et d'un coup, on te dit, mais en fait, t'es guéri, ok, ce qui est guéri, ce qui est éradiqué, c'est la cellule cancéreuse, on va dire. Mais toi, en tant qu'individu, qui a vécu avec ces cellules cancéreuses, voire ces métastases, enfin, je vais pas dire ces intrus parce que les cellules cancéreuses, elles font partie de nous, mais on va pas rentrer dans la cancérogénèse. Mais ce qu'il faut aussi, justement, et là, c'est peut-être aussi mettre des bulles de bonheur dans pour les gens qui traversent, c'est que pendant la traversée, il faut trouver toutes les possibilités, tout ce qui est à sa portée, et aussi ne pas hésiter à demander au corps médical tout ce qui va permettre d'améliorer la qualité de vie pour justement permettre cette transformation. Parce que justement, pour revenir à cette histoire de femmes après cancer dans le débat de Rose, où je reviens à ce que je disais, il y en a beaucoup qui ont lâché des choses, qui ont entamé des thérapies, enfin, qui sont transformées et qui ont changé de métier aussi. On voit, moi je vois bien, et qui, justement, qui prennent que la maladie, ça te fait aussi prendre conscience de l'importance de la vie, de ce que ça te fait remettre au juste endroit la hiérarchie des choses. Non, peut-être que la course à la réussite professionnelle, c'est pas ton truc. Société, c'est pas que des gens bien portants. Non, c'est pas vrai. Et donc, cette transformation, je pense qu'elle doit aussi être accompagnée par beaucoup de bulles de bonheur et de soutien pendant la traversée de la maladie. Et puis surtout, et aussi après, pour arriver à se comprendre, à appréhender cette nouvelle personne qu'on peut être, cette nouvelle acceptation de son corps. On parlait de ces femmes, on peut dire ce mot-là, même si je le trouve dur, mais un peu mutilées quand même dans leur féminité. Elles disent, c'est une amputation, elles le disent. Et moi, c'est vrai que moi, j'avais exactement les mêmes un peu réserves, parce que surtout quand toi-même, tu n'es pas passé par là, il y a une histoire de légitimité. Donc, la seule chose que tu puisses faire, c'est, toi, en ayant accompagné des gens, tu le sais encore mieux que moi, c'est d'être à la juste place, c'est d'utiliser. Et moi, je me souviens, non, mais n'hésite pas, c'est une amputation, c'est une mutilation, on le vit comme ça. Et en fait, quand elle commence à dire, c'est très, et je trouve que mutilation, c'est quelque chose de subi. Et bien évidemment, quand on leur annonce qu'elles vont avoir une mastectomie, voilà. Et quand elle commence à parler d'amputation, c'est presque, ça fait partie de la résilience. Et celles qui refusent ou qui laissent en suspens cette histoire de reconstruction. Et là, je me permets de parler de ça parce qu'il y a aussi une injonction de la société aux femmes
Donc, moi, je les appelle les Amazones parce qu'elles s'appellent comme ça. Je trouve ça, les Amazones, c'était des guerrières. Et moi, j'aime le terme. Mais cette injonction de la société de dire à une femme qui a eu une mastectomie unilatérale ou bilatérale, donc les deux seins, quoi, tu n'es pas encore reconstruite? Comme si son individualité, son existence en tant que personne et même femme passait par le fait d'avoir des seins ou pas. C'est dingue encore. Il y a des femmes qui décident, j'en connais, de ne pas se faire reconstruire, de rester, ou d'avoir, alors là, on rentre dans le subtil, dans la reconstruction à plat, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de prothèse, mais elles se font quand même, ou elles se font tatouer, ou elles font, elles ont des greffes de peau, je sais pas, je rentre pas trop dans les détails mais elles n'ont pas de prothèse et elles appellent ça des reconstructions à plat. C'est pas elles ne sont pas reconstruites, mais elles décident parce que justement, cette maladie qui a fait effraction à un moment donné, les a transformées et que leur individualité, leur féminité, passe par autre chose que le fait d'avoir des seins. Oui, et puis après ça, il y a voilà, le regard qu'on porte sur soi, bien sûr. Après ça, Exactement. c'est le regard que le conjoint peut porter sur soi-même aussi, avec comment va-t-il être, comment va-t-il être accepté, accueilli, et tout ce qui va se passer, enfin, au niveau de la sexualité aussi, parce que là, c'est quand même des sujets qui peuvent être aussi compliqués après un cancer. Donc, il y a cette acceptation parfois de ce manque de libido avec ces médicaments qui sont donnés ensuite. Et comment apprivoiser ce nouveau corps qui ne répond plus comme il répondait, mais par contre qui peut trouver aussi des sources de plaisir qui seront peut-être différents, qui seront sans doute peut-être accueillis différemment et aller explorer. Donc en fait, je trouve que pour la personne qui traverse ces moments-là, il y a tellement de nouvelles choses à explorer, l'acceptation de son corps, l'acceptation de ses émotions qui sont différentes, l'acceptation de son corps qui réagit différemment, que ça fait quand même une belle boule de nouveautés à prendre en compte qui peut être assez bouleversante quand même. Ah bah, c'est pour ça que je pense que c'est nécessaire, inévitable de se faire accompagner. Bon, moi, je dis, là, quand on propose, je vois le panier de soins de support où on propose la psychologie. Mais moi, je dis, moi, perso, on l'a dit dans le livre, la psychologie, c'est pas du soin de support. Le soin de support étant les soins d'accompagnement des traitements. Ils sont tellement en plus en allégeance, mais c'est de façon vertueuse face au cancéro qui est celui qui va sauver potentiellement la vie de la personne, que tout ce qui est autour paraît anodin. Sauf que non, avoir une parole, une écoute neutre, un tiers qui déposé et qui va mettre en lumière et qui va peut-être être capable de dire non, mais vous n'êtes pas anormal, c'est normal de vous Oui. sentir. C'est ça, c'est de remettre de remettre la personne à sa juste place. C'est une façon aussi de la prendre dans ses bras. Exactement. Ce que tu vis est normal, ce que tu ressens est normal, tu n'es Normal pas normal, et ne pas se sentir coupable. exactement, voilà, c'est tout. Et aussi de dire, mais est-ce que ressent ton mari? Bah, c'est normal qu'ils sont. Donc peut-être qu'il a besoin aussi que quelqu'un lui explique les choses. Ou ça peut être moi si c'est le sexothérapeute, il peut recevoir. Mais que voilà, c'est normal. Alors, je trouve Ça, qu'il y a effectivement, il y a ça, et puis il y a aussi, moi, ce que j'ai beaucoup noté, c'est le fait de protéger aussi son environnement proche. bah, bien sûr. Là, quand tu disais ne pas hésiter à aller déposer à une tierce personne, c'est hyper important. Et ça me fait penser, il y avait une femme que j'avais accompagnée. Alors, elle habitait avec sa sœur, et sa sœur a eu un cancer du sein, et elle a été l'aidante. Et 2 ans après, c'est elle qui a eu un cancer. Et du sein aussi. Et en fait, elle me disait, en fait, j'ai été aidante et malade. Et elle me dit, en fait, entre les deux, je crois que je préfère être la malade que l'aidant. Et ça m'a, waouh! Et je dis, bah, raconte-moi. Et elle me disait, mais en fait, on ne se rend pas compte combien, quand on est malade, on cherche à protéger son environnement. Donc, en fait, on dit pas tout ce qu'on vit, on dit pas tout ce qu'on ressent. Et du coup, l'aidant, lui, il s'inquiète. Et a raison de pas le dire pour pas inquiéter, c'est une bonne chose. Mais à côté de ça, on sent l'autre loin, éloigné. Et puis, on se fait du souci. On n'est pas dans le cœur de l'action comme quand on est en traitement. Et du coup, c'est excessivement difficile d'être aidant. Donc, moi, j'avais envie, là, dans notre conversation, qu'on fasse ce petit mot pour les aidants en leur disant, vous aussi, ayez un lieu de dépôt. Allez dire combien vous vous inquiétez. Allez pleurer
la maladie de votre conjoint, de votre père, de votre mère, de celui ou de votre ami que vous accompagnez, pour pouvoir venir déposer. Même il y en a certains que j'entendais qui se sentaient coupables d'être en vie, coupables de ne pas être malades. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment ce duo, en fait, malade-aidant, qui ont besoin de cet accompagnement. Ah bah, complètement. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que sur les 5 chapitres dans le bouquin, on a nous consacré un chapitre aux aidants, vraiment, vraiment, parce que on ne dira jamais suffisamment ce que porte l'aidant, parce que c'est lui aussi qui se prend en pleine face souvent les annonces. Toi, tu t'exposes toi-même en tant qu'aidant. C'est violent, quoi. Enfin, tu prends la violence de la souffrance de l'autre, la violence institutionnelle, parce que quand on parle des aidants, je vais revenir à ce qui me mobilise dans la vie, c'est toute la santé intégrative. Donc là, on parle d'oncologie intégrative. Intégrer, ça veut dire, c'est ça, intégrer, c'est-à-dire la médecine conventionnelle avec les médecines complémentaires. Il n'y a pas de médecine parallèle en cancéro. On ne soigne pas une cellule cancéreuse avec une granule homéopathique. Par contre, on améliore les nausées avec les granules homéopathiques ou les piqûres d'acupuncture. À chacun de trouver. Mais intégrer, c'est aussi intégrer tout le process, c'est-à-dire intégrer la personne qui est atteinte intégrer ses proches, intégrer les professionnels de santé. Tout le monde est impliqué. C'est faire une grosse bulle pour que toutes les énergies, les forces accompagnent la traversée de la maladie. Du coup, je trouve que ça fait une chouette transition avec la deuxième partie de notre interview, avec les questions que je vais te poser autour du bonheur, parce que il est clair que dans cette médecine intégrative, il y a aussi cette captation de ces moments de joie, ces moments de bonheur, qu'il est important de venir les mettre, et puis d'accumuler malgré tout toutes ces émotions positives qui vont aussi permettre d'accueillir un certain nombre de choses de manière plus facile. Parce qu'on sait combien les émotions positives, elles donnent de l'énergie, elles sont là aussi pour développer notre créativité, elles permettent d'accepter les changements. Donc, c'est important d'aller les piocher et puis d'aller les reconnaître dans notre quotidien. Moi, je suis totalement en adéquation avec ce que tu viens de dire. Donc, alors, formidable, génial. Alors, on va passer à notre première question. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien? Alors, il y a plein de choses qui m'en heureux et c'est très simple. Alors, ça commence notamment par danser le matin. Voilà, ça peut paraître étrange, même quand il y a du monde chez moi, je mets mes écouteurs et je mets de la musique. Et ça, pour moi, c'est une façon de me réassembler. C'est-à-dire, je récupère mon corps qui est parti dans les limbes de la nuit, en voyage dans le cosmos, je ne sais pas où. Mais j'ai besoin d'avoir un ancrage, d'avoir les pieds bien, bien ancrés pour pouvoir pour avancer, puisque je pense que c'est le propre de l'individu. On a toujours un élan, on va de l'avant. J'aime beaucoup aussi envoyer des petits messages aux gens que j'aime pour savoir. Et puis, s'ils me répondent, parce que bon, on a tous comment dire, nos leftos, ils répondent et savoir qu'ils vont bien, ça me fait du bien. Dans les choses je continue dans ce qui me rend heureux le matin, la fin de début de journée, faire un câlin à mon chat. Voilà, ça c'est partager un moment de communication non verbale, mais vraiment c'est un échange avec les yeux et tout ça, c'est un truc de fou, quoi. Parce que moi j'aime les chats. Je vis près d'un bois, donc j'adore descendre marcher dans la nature, admirer le ciel. Toucher les arbres, échanger un regard avec un sourire et même dire bonjour à quelqu'un que je croise dans le bois que je ne connais pas, c'est un truc. Je trouve qu'on se dit beaucoup, qu'on se connecte aux autres sans rien se dire et ça c'est tellement, mais c'est puissant, quoi. C'est un, je sais pas, moi ça me met en joie, quoi. J'aime aussi m'étirer, faire du yoga parce que j'aime bien. Je pense que moi j'ai besoin de me sentir, d'avoir un dos aligné, de me sentir en souplesse pour être dans l'écoute, être à ce que je fais dans mon métier que j'adore. J'ai beaucoup de chance de faire ce métier. Ce qui me rend heureuse aussi, c'est faire du bien à quelqu'un, de me sentir utile vraiment. Et puis bon, là, je vais parler d'une chose extrêmement personnelle, mais qui est mon petit clin d'œil, qui va faire rire les gens, même voir me prendre pour une dingue, mais ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est de voir la lune en pleine journée. Et ça, c'est depuis l'enfance. Je suis qualifiée de chasseuse de lune. Tout le monde sait que quand je lève le nez, je la cherche. Mon surnom, c'est de Sco amérindienne, c'est Moon Hunter. La lune, là, en pleine journée, elle est toujours là, en fait, la lune. C'est quand le soleil est positionné d'une certaine manière qu'on la voit. Et pour moi, depuis que je suis petite, c'est un peu comme, c'est mon amie, elle m'accompagne, c'est ma protectrice cosmique.
Et son apparition diurne, elle a toujours eu pour moi comme un doux présage, quelque chose de miraculeux, de magique. Puis ça me met en connexion quand je la regarde avec le grand tout, le ciel. Je lui parle quand je marche. Je la remercie d'être là. Je suis trop contente. Je crois que Et ben, maintenant, quand je vais voir la lune en pleine journée, je penserai à toi. Je crois que je prendrai une photo et je te l'envoie. tu seras pareil. Je serais ravie parce que il y a beaucoup de mes amis qui font ça quand ils ont des beaux plans de la lune et qu'on sait que moi je suis dans un endroit où je ne peux pas la voir. Dans la vie, on n'est jamais suffisamment conscient du beau environnement. Le beau environnement, le beau en majuscule, toutes les lettres B-E-A-U, c'est juste incroyable. Question suivante. Une valeur humaine qui te rend heureuse? À la gratitude. Vraiment, la gratitude, c'est vraiment cette capacité à être en pleine conscience de ce qui m'est donné et remercier pour cela, vraiment, ça me rend heureuse. Et c'est puissant, la gratitude, c'est ça là, parce que c'est avoir la conscience de ce qui m'est donné, de la chance que j'ai, de me dire, moi régulièrement le matin, je me dis, je suis une princesse parce que j'ai de la chance, voilà, j'ai de la chance d'avoir envie de danser, j'ai de la chance, voilà, de partager un moment avec toi. Je commence ma journée avec toi, c'est quand même, c'est un luxe, quoi. Le luxe, c'est ça. Et donc et je trouve que c'est la gratitude, c'est une valeur inconditionnelle du processus de guérison et de résilience. Franchement, savoir parce que c'est apprécier, c'est arriver à se combler soi-même du vide ressenti, de l'insatisfaction qu'on porte. À raison, on a tous ce truc-là, mais la vie, c'est le chemin de guérison, c'est de se sentir comblé. Je pense que c'est ça. M'émerveiller, voilà, d'un sourire dans la rue en croisant quelqu'un. Ça charge le cœur, ça donne de la lumière et ça augmente le rayonnement de À la chacun. portée de tous, hein. Ah, exactement. En plus, ça coûte rien. Et notre troisième question, un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse? Bon, alors, c'est rien de très original, franchement. Alors, il y en a plein, hein, franchement, que personne, si les gens qui me connaissent m'écoutent, ça ne se vexe pas, mais je vais en choisir un parce que c'est un bonheur inédit dans la famille. D'une, c'est la naissance de mes deux filles, hein, Salomé et Sacha, je les cite parce que ça m'a rendue heureuse de façon inédite. Voilà, c'est une perception extrêmement particulière, singulière du bonheur. Parce que contrairement à beaucoup de moments de bonheur qu'on a tous dans la vie, je pense que les gens vont comprendre ce que je veux dire. Enfin, le bonheur, c'est toujours le plus souvent une perception a posteriori. On se rend compte qu'on a été heureux une fois que c'est passé et une fois qu'on est plutôt dans un moment de creux. On va dire que souvent, et que les moments de bonheur sont des moments assez fugaces, éphémères, en fait. Hein. C'est pas un état continu. Le bonheur de l'arrivée de mes filles, ça a été comme vraiment, c'est à l'image de l'univers en expansion. Ça prolifère sans jamais s'arrêter. Ça a été vraiment un Big Bang, hein, vraiment. Ça n'a pas été que heureux. Hein, c'est un bouleversement, c'est un cataclysme. Et de jour en jour, c'est un amour fertile de grande joie, mais de douleur et de désaccord aussi. Hein. C'est ça. La vie, c'est ça. C'est toujours cette espèce de dualité qu'il faut accepter et chérir parce que ça fonctionne comme ça. Le jour, la nuit. La colère, l'apaisement. Enfin, on est fait de dualité. On profite du jour parce qu'il y a la nuit. On va bien, on va moins bien, et il faut accepter ça. C'est-à-dire, je pense que il faut pas lutter contre ça. C'est un amour inconditionnel, et ça me rend heureuse rien de penser à mes enfants, même quand il y a des moments d'agacement, de friction, de crispation. Quatrième question, ton secret pour être heureuse? Alors, mon secret pour être heureuse, c'est d'essayer, hein, parce que d'avoir toujours pleinement conscience que le bonheur, c'est un état impermanent, que c'est pas un état figé. On a malheureusement une perception a posteriori de ces moments-là, et souvent le moment heureux, le bonheur, il est passé au moment où on l'identifie en tant que tel. Ouais, pourtant, je pense que le temps heureux, c'est le plus précieux des temps. Mais sauf que on est un peu toujours en décalé. Et c'est pour ça que moi, là, maintenant, avec l'âge, et le travail que j'ai fait sur moi, les gens que j'ai rencontrés, j'essaye d'être vraiment de déployer le plus mon énergie pour être raccord toujours avec ce que je vis et ce que ça la produit comme effet, comme sentiment sur moi. C'est-à-dire que je n'ai pas une occasion de dire ce que je trouve beau. Donc, des fois,
prendre pour une ravie de la crèche, mais je m'en fiche. Quand je trouve un truc magnifique, je le dis. Quand c'est bon, je le dis. Quand c'est bien, je le dis. Et je dis aux gens que j'aime, que je les aime. Et je pense que c'est vraiment ça, ça a pour effet, même si ça peut paraître un peu gnangnan, mais c'est une contamination vertueuse parce que quand on a le cœur chargé, parce qu'on se sent bien, et qu'on dit aux autres, bah, ça charge le cœur. Donc, tout ça, en fait, c'est encore un truc en expansion. Ça, c'est faire du bien aux autres, leur dire que ce qui compte pour nous, voilà, envoyer de la lumière. Je trouve que c'est ça. Je trouve que ça, vraiment, Envoyer de la lumière, j'aime bien ce mot-là, ta contamination vertueuse aussi. Enfin, j'aime beaucoup quand tu dis, et je le partage complètement, hein, le bonheur n'est pas un état permanent. ah Et non, non, on vient rejoindre les mots que tu utilisais tout à l'heure avec la gratitude, l'émerveillement, c'est aller capter tous ces petits instants du exactement, quotidien. Et quelle que exactement. soit cette situation. Parce que souvent, on pourrait dire, bah, tu penses comme ça, non, mais t'attends, t'es dans le monde des bisounours, mais pas du tout. Ça veut pas dire qu'on vit des choses difficiles, ça veut pas dire qu'on vient de peut-être qu'on vient de s'engueuler avec son enfant, justement, t'en parlais, mais n'empêche que on peut aussi voir en même temps un couple qui se tient la main dans la rue Ah et bah, sourire à oui, quelqu'un. s'embrasser, oui, oui, exactement. Ouais, C'est exactement. magnifique. Et capter, d'où le nom, en tous les cas, de 2 minutes de bonheur, c'est vraiment exactement ça. On va Exactement. capter ces petites minutes de bonheur qui sont assez éphémères, mais qui, mis l'une à côté d'autre, en fait, finalement, fait le bonheur. Mais on a tous, même en tant qu'individu, normalement à peu près équilibré. On est sur une double timie, c'est-à-dire à un moment on va bien, on va pas bien, on a des pensées obsessionnelles par moment. Enfin, on est jamais, heureusement d'ailleurs, enfin heureusement, quand on vit des périodes avec des obsessions et tout, c'est pénible. Mais où on est dans le noir parce qu'on n'arrive pas à sortir ou qu'on est en train de bouffer du sucre dans son lit, à regarder des conneries à la télé, ça fait partie aussi, c'est ce qui permet, c'est des maîtres étalons aussi, ces moments-là, pour justement apprécier les moments où on va être heureux, ça c'est clair. Mais quand on est dans ce moment-là et qu'on descend par exemple chercher le pain et qu'on est vraiment, on a un gros nuage au-dessus de la tête, noir, très BD, en âge d'illustration, et que justement on croise quelqu'un qui rayonne et qui vous fait un sourire, mais ça fait du bien. Et ça, c'est déjà toujours ça de prix. Et ça met un motif de bonheur dans une journée qui est assez grise. Et ça, c'est dingue. Et hop, je me lance. Dis-moi, Frédéric, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Alors, je vais commencer par autonomie. Parce que moi, j'ai vraiment, enfin, c'est pas qu'une posture, hein, ça demande, et c'est pas qu'une vue de l'esprit, hein, ça demande un travail, hein, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir conscience que notre être au monde, il n'est pas conditionné au bon vouloir, par le bon vouloir des uns des autres. Il faut d'abord arriver à être en phase avec soi-même pour pouvoir interagir correctement avec soi et avec les autres. Mon aptitude au bonheur, elle passe avant tout par moi et elle n'est pas subordonnée à Pierre, Paul ou Jacques. Par contre, ce qui est clair, c'est que ma complicité, ma connexion avec ces mêmes Pierre, Paul ou Jacques, elle potentialise de façon exponentielle mes moments de bonheur parce que je les partage avec eux. Donc, je suis pas en train. Mais je pense que les moments de bonheur que je vis seule, donc en autonomie, voilà, aller dans le bois, faire un câlin à un arbre, boire un café, une terrasse, il y a pas, c'est pas plus fort ou moins bien, c'est différent et ça se potentialise aussi. C'est des bulles de bonheur. Danser toute seule, c'est pas la même sensation que de danser avec mes copains de lycée jusqu'à 5 heures du matin. C'est pas pareil. C'est différent. Les deux sont bien. Et je pense que l'erreur qu'on fait tous et qui bloque et qui enferme, c'est de penser que le bonheur, il peut pas advenir sans les autres. Le bonheur, il advient par soi et aussi par les autres. C'est différent, je pense. Alors, et ton deuxième synonyme, ça serait quoi? Rayonnement. Ça, Rayonnement. rayonnement, parce qu'un individu qui rayonne, c'est-à-dire voilà, qui illumine les autres de la lumière, et la lumière pour moi, c'est la source de vie et de joie, hein, franchement, et ça guérit. Et moi, personnellement, quand je rencontre le rayonnement de quelqu'un, c'est tellement bon, moi, de voir quand je croise quelqu'un qui rayonne, mais en fait, ça me charge moi-même. Hein. Je crois qu'en fait, on est tous avec nos portables en train de chercher des batteries des prises mais en fait, on s'auto-charge les uns les autres. On a c'est une capacité humaine. On a tous notre charge, pas électrique, mais de lumière et on peut transmettre et prendre des autres. Et ça, je trouve que c'est encore exponentiel. Ça fait du bien. Enfin, je sais pas, Vraiment, si c'est clair ce que je dis, mais Et ton troisième synonyme alors?
alignement. Alignement. Ouais, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure sur le matin. Avoir les pieds bien ancrés dans le sol pour avancer, pour entreprendre, pour faire des choses, qui permet aussi d'avoir un dos bien renforcé, et rester vertical et stable. C'est des images et à la fois, il faut se donner les moyens de façon physique en faisant certaines choses comme le pilate et le yoga, ce qui est mon cas moi, pour pouvoir porter la tête vers le ciel. Voilà, cet alignement, voilà, cette verticalité, moi, ça me rend heureuse. Super. Écoute, autonomie, lumière, alignement, tes 3 synonymes de bonheur. Notre dernière question, Frédéric, en 2 minutes. Qu'aurais-tu envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Alors, vraiment, c'est vraiment déjà, je vais avoir l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et puis c'est vraiment des conseils simples et humbles et vraiment parce que ça marche pour moi, mais déjà de ne pas succomber à l'injonction du bonheur, au feel good à tout craint. Il faut vraiment avoir conscience. Enfin, moi, c'est mon credo. Après, c'est peut-être pas la vie de tout le monde, que c'est pas un état permanent et que c'est normal de ne pas de vivre des moments qui ne sont pas heureux. Ça fait partie. C'est la vie, vraiment. Donc déjà d'accepter ça, ça veut pas dire qu'il faut se complaire là-dedans et être dans la complainte, la jérémiade et tout ça. Mais il y a des moments où on n'a pas toujours le pouvoir sur les choses. Accepter ça pour se dire et mettre des choses en place et faire ce qui est à sa portée pour pouvoir aller vers plus de moments heureux de sérénité. Voilà, ça fait partie du chemin de vie. La vie, c'est un travail. C'est pas que le travail où on a un salaire, le travailler. La vie, c'est un travail avec les autres, en interaction. Ça peut être épuisant, mais c'est incroyable. C'est quand même un chemin incroyable. C'est génial, quoi. Donc, et alors moi, c'est vraiment, je dirais que plutôt que conseil, c'est plutôt que de passer notre temps à nous rappeler des moments heureux quand on est dans une période de creux. Mais il faut essayer d'en profiter le plus en les vivant, d'être le plus collé, d'être conscient des présents que la vie nous fait, de remercier les personnes qui nous entourent, de leur dire qu'on les aime, de combien elles sont exceptionnelles à nos yeux, d'être heureux des bonheurs des petits riens qui sont des moments forts en humanité. Un sourire, un appel téléphonique d'un proche, un café sur une terrasse, un bon repas partagé, je sais pas que sais-je, des rencontres avec les gens, des moments, voilà, comme des moments qu'on vit, par exemple, là, c'est puissant. Il faut ne pas avoir de cesse de sourire, de rater une occasion, de sourire, de rire, de danser, bien évidemment, de s'émerveiller, de rayonner, voilà, rayonner. Et moi, voilà, et mon dernier petit conseil, qui est sûr qui coûte rien, et surtout de chercher la lune en pleine journée, vraiment, c'est vraiment ça. Ça coûte rien, ça fait du bien. T'as un effet B garanti, donc un effet bonheur. Parole de Moonhunter. Vraiment, je sais de quoi je parle. Non, voilà. Ah, c'est super, c'est super. Alors, tu sais, on va tous aller chercher la lune en pleine journée maintenant. Mais avant d'aller chercher la lune en pleine journée, à Bulle de Bonheur, on termine toujours notre podcast par une petite mousse. Notre petite mousse, donc nous, on est dans le pétillant, tu vois, dans les bulles, etc. Et les petites mousses, c'est une citation que je trouve particulièrement inspirante par rapport aux thématiques qu'on a abordées. Alors, j'en ai choisi une pour toi aujourd'hui, qui vient d'une personne on en a parlé en off quand on s'est eu la première fois au téléphone, qui vient de David Savant-Schreiber, que je crois qu'il est une personne que tu admires beaucoup, et qui nous dit, et je trouve que ça résume bien tout ce qu'on vient de se dire, c'est « Me découvrir fragile, mortel, souffrant, m'a ouvert les yeux sur l'infini trésor de la vie et de l'amour. » Tu vois, ça me colle les larmes aux yeux parce que c'est tellement, ça me charge le cœur. Oui, alors, David Servan, juste un mot, c'est pour moi, c'est un grand inspirateur d'ailleurs. On l'a remercié dans notre livre. Il a beaucoup fait en termes, c'est une personne d'une humanité incroyable, justement, qui a changé les paradigmes dans la façon dont on accompagne les gens dans le cancer. Et même en termes d'humanité, il a montré qu'on avait notre propre pouvoir avec ce qu'il avait, lui, normalement, en termes, ce qu'il avait comme tumeur au cerveau, on meurt au bout d'un an, il a tenu 20 ans. Il aurait pu tenir plus longtemps, sauf qu'il a choisi de se dédier aux autres pour transmettre et voilà. Et la fragilité, ça fait partie de nous et c'est beau. Quand on est capable de se montrer fragile, d'offrir sa fragilité à quelqu'un et soi-même de recevoir d'être en réception, en accueil de la fragilité de quelqu'un, on a
On est au cœur de l'humanité. Ah ben, c'est clair, c'est clair. Voilà. Enfin, pour en parler. Merci Frédéric vraiment d'avoir accepté de venir répondre au micro de Bulle de Bonheur. Je rappelle ton livre Un plus fort contre le cancer que tu as coécrit avec le docteur Christelle Bénard-Charvet, donc chez Robert Laffont. Allez vous le procurer parce que c'est quand même une mine de trésors, une mine de pistes autour donc du cancer. Et donc pour cet Octobre Rose, nous avions envie à Bulle de Bonheur de le saluer. Merci Frédéric. Merci Raphaël. Au revoir tout le monde. Merci. Avec Bulle de Bonheur, prenons le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.